Résistance! 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 Eh bien, vous êtes une nouvelle fois au rendez-vous, d'après ce qu'on voit. Ça va, les frites, les moules se digèrent correctement? Bon, on est très heureux de vous retrouver. Je sais qu'il y a dans l'assistance quelques insoumises, quelques insoumis qui étaient bien contents, après Marseille et ses amphis, de retrouver Lille et sa braderie. Je veux remercier d'abord en votre nom à toutes et tous, et sans faire d'exception, toutes les personnes, femmes et hommes, mobilisés pour l'organisation et la bonne tenue de cette braderie, de façon générale. Je veux que nous puissions les applaudir. Parce que c'est un moment de fête populaire que nous goûtons bien ici dans le Nord, et qui plus est partout en France. Et ça nous fait plaisir de la retrouver et de la retrouver dans ce format. Je veux dire aussi que l'événement qui se tient ici sur le stand pendant les 2 jours de braderie ne peut se tenir que grâce au concours toujours formidable des dizaines de bénévoles de la France Insoumise qui se sont mobilisés dès 5 h ce matin et qui le seront jusque demain soir, et qui donnent à voir ce qu'est ce mouvement. Un collectif de gens certes divers, au niveau d'implication différent, mais qui tous travaillent méthodiquement à la force de leurs convictions et sans lesquels ce mouvement ne serait rien. Parce que c'est sûr, Hugo et moi, depuis maintenant un peu plus d'1 an, recevons sans cesse partout, et cela nous touche, des remerciements pour notre travail et celui du groupe parlementaire, les 17, comme vous avez pris l'habitude de les appeler. Mais nous devons dire et répéter que ces 17 sont une partie et non un tout de la France Insoumise, et que sans les militants, sans les bénévoles, ces 17-là ne seraient rien, mais que ces 17, plus tard il y en aura d'autres, couplés à la formidable énergie de ce mouvement, cela, ça fait une force qui est aujourd'hui non seulement la première force d'opposition face à Macron, mais qui plus est, et c'est inédit depuis peu, la force mise en tête, considérant le fait qu'elle ferait mieux que ceux qui nous gouvernent. Et cela, c'est inédit. Souvenez-vous-en, il y a 1 an, nous étions déjà ici, face à vous, nous étions fraîchement élus, et déjà, nous nous apprêtions à faire face à ce qui a été le point d'entrée dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, les ordonnances travail. Une facilitation en règle des licenciements. Et c'était la porte d'entrée, nous l'avions dit, nous savions ce qu'Emmanuel Macron préparait. Mais s'il fallait faire d'ores et déjà le bilan de cette première année, on peut dire que le pays paye un lourd tribut de cette fameuse marche. Les ordonnances travail, la SNCF, les services publics, les choix budgétaires, les renoncements écologiques. Et puis, bien évidemment, alors que nous avions un président de la République qui nous annonçait qu'il allait tout changer sur le fond, mais aussi sur la forme, jusqu'à l'exercice du pouvoir, a fait cette démonstration implacable, avec l'affaire, bien sûr, Benalla, mais également les révélations sur Monsieur Colère, mais également les révélations sur Madame Nyssen, j'en passe et des meilleurs, que la République exemplaire, c'est encore malheureusement d'abord et avant tout, et plus que jamais, la République des affaires. Un peu plus d'1 an, il aura fallu un peu plus d'1 an, et pas plus, pour qu'une double démonstration soit faite. D'abord, qu'Emmanuel Macron, loin d'être le révolutionnaire comme le prétendait son bouquin, est le grand continuateur qui poursuit le travail engagé par ses prédécesseurs, messieurs Sarkozy et Hollande, en poursuivant cette logique libérale, quoi qu'on y mette des nuances différentes, qui nous fait courir à la catastrophe que nous voyons devant nos yeux. Par conséquent, je dis aux commentateurs qui observent de près les résultats de la politique d'Emmanuel Macron, ne gaspillez pas votre énergie à espérer trouver autre chose comme résultat, pour la raison que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et que ce soit la politique de M. Sarkozy, de M. Hollande ou de M. Macron, comme la trajectoire est la même, il y a fort à penser que le résultat ne puisse pas être différent. Oui, dégagez.
En une année, cette démonstration est faite et les masques sont tombés. Nous avions dit que il y a fort à penser qu'un gouvernement clairement estampillé de droite n'aurait pas pu faire la moitié de ce qu'a fait Emmanuel Macron cette année. Parce qu'il a joué sur une logique que l'on connaît bien, qui est l'attentisme, qui fait que quand une élection présidentielle vient d'arriver, logiquement, la tension s'abaisse dans le pays. Et logiquement, on repart sur une page blanche. Il n'en est rien. Les urgences que nous avions identifiées lors de la campagne présidentielle restent prégnantes. Et qui plus est, elles sont des urgences temporelles. Nous jouons aussi une course contre la montre, et nous le savons. Et en cela, nous pouvons le dire, sans rougir de le dire. Emmanuel Macron nous fait d'abord et avant tout perdre un temps considérable. Qu'aurions-nous pu faire d'ores et déjà en 15 mois si nous avions été au pouvoir? Où en serions-nous de la planification écologique? Où en serions-nous du partage des richesses? Sans doute, peut-être, nous arriverions à la fin des travaux de la fameuse Assemblée constituante, dont l'affaire Benalla a fait la démonstration de son impérieuse nécessité. Car cette affaire Benalla aurait pu apparaître n'importe quand, pendant que nous discutions du texte agriculture ou toute autre chose. Mais elle est apparue au moment même où M. Macron, par la réforme constitutionnelle, laquelle, heureusement, est pour le moment mise au placard, mais pas pour longtemps vraisemblablement, voulait affaiblir le Parlement. La démonstration est faite par cette affaire, et Hugo y reviendra largement, de la nécessité d'un Parlement fort sur lequel les Françaises et les Français peuvent s'appuyer. Non, nous ne laisserons pas affaiblir le Parlement. Alors, vous avez vu qu'en cette rentrée, une autre démonstration est faite. C'est celle de la centralité de notre mouvement dans le paysage politique. Parce qu'après un an de mandature, avec le travail du groupe de la France Insoumise, celui de ses bénévoles, la démonstration est aussi faite que celles et ceux qui, à cette heure, continuent à faire croire ou à chanter partout que la France Insoumise serait une bande de sauvages exagérés et non sérieux, eh bien, sont ridicules. Parce que cette démonstration est faite que la France Insoumise est composée de gens sérieux et raisonnables, qui certes ont un projet qui assume une forme de radicalité, mais cette radicalité est simplement assise sur celle des urgences que nous avons constatées. Cette démonstration est faite, et nombreux sont les femmes et les hommes qui viennent nous voir, qui nous témoignent du fait que jusqu'à présent, ils n'auraient pas voté pour nous, ni plus pour un camp qu'il convient d'appeler la gauche dans son ensemble, mais que parce que ce que nous disions est maintenant plus audible qu'avant, parce qu'à l'épreuve des faits, la démonstration est faite que notre diagnostic et nos solutions sont crédibles, alors figurez-vous que des gens qui n'avaient jamais voté pour nous maintenant nous rejoignent. Vous seriez surpris de voir que ce que nous avons appelé fédérer le peuple se traduit maintenant dans la réalité. Que dit-on quand on dit fédérer le peuple? Avant, notre camp politique s'adressait à la classe ouvrière. Il s'adresse toujours à elle. Évidemment qu'il s'adresse à elle. Mais quand nous disons fédérer le peuple, cela inclut la classe ouvrière, qui ne s'y résume pas. Figurez-vous que vous avez des gens qu'on va appeler de classe moyenne supérieure, qui jusque-là n'entendaient même pas nos discours, qui à présent, parce qu'eux aussi subissent dans leurs entreprises, dans leurs collectifs de travail, la pression, la concurrence exacerbée, la compétition de tous, maintenant décident de nous rejoindre. Et cela, ça doit nous rendre responsables pour la suite. Nous avons un discours qui doit fédérer, en ayant bien conscience que notre peuple en son sein connaît des contradictions, que nous pouvons solder par un certain nombre de trajectoires que nous avons déterminées. Alors, la rentrée du gouvernement finalement se fait de la même manière qu'il avait terminé sa première année. Vous avez vu qu'ils ont du mal à finaliser leurs arbitrages budgétaires. Finalement, ils ont trouvé la solution, on prend les mêmes et on recommence. Et c'est alors que l'on voit qu'ils vont continuer à baisser les APL, à diminuer une nouvelle fois les contrats aidés qui sont un des leviers pour l'accession au marché de l'emploi pour les plus jeunes. Et bien évidemment, Bruno Le Maire de nous dire à la radio qu'on ne va pas diminuer les prestations, mais qu'on va simplement désindexer sur l'inflation, laquelle inflation, vous venez de l'entendre, a augmenté. Par conséquent, et contre toute attente, si vous désindexez de l'inflation les prestations, de fait, le pouvoir d'achat des gens s'en trouve fortement grévé. Et ça, eh bien, le gouvernement nous en fait une vaste négation. Il dit non, on ne baisse pas les prestations. Très bien, mais vous désindexez, donc ça baisse. Effectivement, ça baisse. Par contre, pour tous les autres, celles et ceux qui ont déjà eu beaucoup lors de cette première année, eh bien, ça continue. Et vous les avez vus faire la danse du ventre à l'université d'été du MEDEF, où ils vont chaque année prendre leur feuille de route, qui consiste à dire qu'en gros,
qu'en gros, ce qu'il faut faire pour relancer l'emploi dans notre pays, ce serait de diminuer les droits des travailleurs comme ils l'ont fait avec les ordonnances travail. Et malgré que la démonstration soit faite qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau de l'emploi dans le pays et les droits des travailleurs, figurez-vous que à l'époque où le chômage était le plus faible dans notre pays, les droits étaient les plus élevés. Je prends par exemple l'indemnisation des chômeurs. Au milieu des années 70, à l'époque où le chômage était faible, il était sans commune mesure mieux indemnisé qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était 102% de votre dernier salaire que vous touchiez. Aujourd'hui, c'est à peine 57%. Voilà où nous en sommes. Ils sont persuadés qu'en redistribuant à ceux qui ont déjà le plus, alors ceux-ci vont investir. Mais il y a un problème qu'Emmanuel Macron refuse de voir. C'est que les riches n'investissent pas, ils se gavent. Et c'est bien ça le souci. Vous avez vu, comme nous, le rapport de la fondation Oxfam qui nous explique comment se fait la répartition des bénéfices. Et c'est bien tout le problème. Parce qu'il y a pu exister par le passé un capitalisme soucieux de la réussite des entreprises. Mais là, nous n'avons plus un capitalisme soucieux de la réussite des entreprises. Nous avons purement et simplement un capitalisme financiarisé à outrance qui ne s'occupe que des profits du CAC 40. Voilà ce que nous avons. Monsieur Édouard Philippe a donné une longue interview dans le journal du dimanche pour nous expliquer que le gouvernement faisait le choix du travail. C'est faux. Ils font toujours le choix du capital. C'est aujourd'hui 67% des bénéfices qui vont aux dividendes, seulement 25 petits pourcents qui vont à l'investissement productif et à peine 5% dans la hausse des salaires. Un salarié français travaille aujourd'hui près de 40 jours par an pour rémunérer les actionnaires. Dans les années 80, c'était à peine 9. C'est le coût du capital qui vampirise l'activité de ce pays. Voilà la réalité. En 20 ans, le niveau des dividendes a augmenté de 200%. Le niveau des salaires, le salaire moyen n'a augmenté qu'à peine de 14%. Par conséquent, il est faux de penser qu'avec ces recettes de sorciers, on va pouvoir obtenir quelque changement que ce soit. Parce que, y compris sur le pouvoir d'achat, ce sont les rois de la fumisterie. Ne cessez jamais de réexpliquer certains fondamentaux qu'ils refusent. Expliquez toujours autour de vous que dire que quand on supprime ou qu'on diminue les cotisations sociales, on augmente le pouvoir d'achat, c'est absolument faux. Pour la raison que les cotisations sociales sont une part du salaire socialisé. Emmanuel Macron ne fait qu'une chose, vous donner dans une poche ce qu'il vous a pris dans l'autre et rien de plus. Nous savons comment nous pourrions augmenter le pouvoir d'achat. Et plutôt que d'aller faire les poches des retraités comme ils le font, il ferait mieux de s'employer à faire les poches des fraudeurs et des évadés fiscaux qui nous coûtent chaque année la bagatelle de 1 600 € par an et par contribuable. Voilà le prix de la fraude, voilà le prix de l'évasion. Il est plus que temps dans ce pays de partager les richesses, non pas par esprit vengeur, mais parce que l'activité restera atone tant que nous n'aurons pas fait cela. Et c'est la raison pour laquelle nous portons encore cette solution de l'écart maximum des salaires de 1 à 20 dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, par exemple, plutôt que leur tergiversation sur un bricolage inepte qui s'appelle le prélèvement à la source, nous proposons une véritable révolution fiscale qui ferait qu'on n'aurait plus 5 tranches mais 14 tranches d'impôts et que cet effet aurait une meilleure répartition, que celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois avec nous paieraient moins d'impôts. Nous sommes, nous, soucieux de l'entreprise parce que nous ne confondons pas l'entreprise des grands patrons qui agissent comme des vampires avec la grande masse des patrons de PME, de TPE qui n'attendent qu'une chose, c'est que leur carnet de commandes se remplisse, c'est d'avoir des pouvoirs publics soucieux d'une activité qui ait un sens. Voilà ce que nous voudrions faire à cette heure. Alors, est-ce que cette politique crée de l'emploi? Quelle est la situation de l'emploi dans notre pays après 1 an d'Emmanuel Macron? À peine quelques soubresauts sur les statistiques du chômage, parce que vous savez qu'ils savent toujours organiser les conditions d'une démonstration statistique de la baisse du chômage. Quand vous êtes en formation, vous disparaissez des statistiques. Il y a fort à penser que Madame Pénicaud, même si on peut imaginer qu'elle est absolument dirigée uniquement vers l'intérêt général, tout le monde l'a vu en cette première année,
a pensé à cela dans son plan de réforme des formations. Elle sait très bien que c'est là aussi l'occasion de faire la démonstration par les statistiques que le chômage diminue et que donc les ordonnances travail seraient efficaces. La réalité, comme nous, vous l'avez vu, c'est que dans ce pays s'accroît le syndrome du cimetière industriel où des emplois sont détruits, où des entreprises qui ont touché le fameux CICE, qui nous a coûté 20 milliards d'euros par an, le même pour lequel le précédent responsable du MEDEF, vous vous en souvenez comme moi, portait ce fameux pins, 1 million d'emplois. Le 1 million d'emplois, on l'attend toujours. Nous avons des solutions moins chères, parce que le CICE, compte tenu de ce que ça aura pu maintenir ou créer comme emploi, figurez-vous qu'on a fait le calcul, chaque emploi coûterait en moyenne, grâce au CICE, 337 000 €. Ça fait un peu cher l'emploi créé ou maintenu de notre point de vue. Par contre, des solutions déjà expérimentées, comme par exemple le partage du temps de travail, qui est un gros mot pour ces braves gens, eh bien lui, il coûte bien moins cher. Et dans les années 2000, quand nous avons diminué le temps de travail, quand ont été réalisés les 35 heures, il y a eu création d'emplois nets, et ça, ils refusent de le voir. Leur politique de l'emploi se résume de la manière suivante: exonération fiscale, incitation financière, et ensuite ils s'agenouillent et ils implorent le ciel. Ils pensent que c'est comme ça, sans demander de contrepartie, qu'il va y avoir de l'investissement. Ça ne fonctionne pas, on le voit. Quand on ne demande pas de contrepartie, eh bien ces gens-là n'en donnent pas. Et la situation de l'emploi dans ce pays n'est pas celle du chômage volontaire qu'ils agitent à longueur de temps, c'est bien celle d'une pénurie d'emplois qui fait et déployer ce chiffre partout. Que nous avons un stock moyen d'un emploi non pourvu pour 44 chômeurs. Par conséquent, si vous mettez tous les prétendus fainéants, et vous savez comme moi qu'il n'en est rien, que le chômage tue 14 000 personnes par an, si vous mettez tout le monde dans une case vide, vous avez de toute façon encore une masse considérable de chômage. Et malgré cela, que veut faire Madame Pénicaud? Renforcer le contrôle des chômeurs. Leur faire signer régulièrement ce qu'elle va appeler un carnet de bord. Parce que désormais, les agents de Pôle emploi, qui travaillent dans des conditions difficiles, eh bien, ne sont plus en situation de fournir du travail. Ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui, c'est simplement de vérifier que la recherche est active. Voilà à quoi sert aujourd'hui, malheureusement, un conseiller Pôle emploi. Et nous interrogeons, à quoi bon exiger une recherche frénétique dans un contexte qui apparaît aux yeux de tous comme étant un contexte de pénurie? Et même sur le flux, vous savez que 8 contrats sur 10 signés sont des contrats courts. À cela, le gouvernement a dit, nous allons mettre le fameux bonus-malus. Lequel bonus-malus? Le MEDEF dit, bah nous, on n'est pas sûr, on n'a pas très envie. Eh bien nous avons mieux à faire, parce que ce bonus-malus, qui fait qu'on irait donner un bonus à ceux qui simplement respectent la règle. Imaginez-vous que demain on aille distribuer des tickets carburant à celles et ceux qui respectent les limitations de vitesse. Ça paraît dingue, mais c'est ce qu'ils veulent faire. À la rigueur, le malus, pourquoi pas. Mais nous avons mieux à faire, parce que nous ne voulons pas mener une politique qui pénalise. Nous avions proposé pendant la campagne présidentielle de refaire du CDI la règle, par l'instauration de quotas modulables. Par exemple, 5% de contrats courts dans les grandes entreprises et 10% dans les PME, dont on peut considérer qu'elles en ont davantage besoin. Mais ça suffit, le CDI doit redevenir la règle, et le pouvoir législatif est en mesure de le faire. C'est de volonté politique dont il manque. Nous disons clairement que sur la question de l'emploi dans ce pays, il faut lâcher la grappe aux chômeurs, pour qui c'est déjà difficile. Pôle emploi n'a pas attendu Madame Pénicaud pour effectuer des contrôles. Les contrôles sont déjà faits et 86% des chômeurs contrôlés sont en recherche active d'emploi. Et pour les 14% restants, figurez-vous que 2 tiers ne sont même pas indemnisés. Ils veulent potentiellement encore aller vers le recul des indemnisations. Nous réaffirmons que l'indemnisation chômage n'est pas la charité. Les gens cotisent pour avoir l'indemnisation en cas d'accident de la vie, en cas de chômage. Il faut le rappeler. Parce que certains finissent par être honteux d'être indemnisés. Ils se disent « je suis un assisté, j'ai la charité ». Non, tu as cotisé pour avoir ce droit au chômage. Il faut le rappeler. On ne pourra pas se contenter de cela. Pour relancer l'emploi dans ce pays, il faut relancer l'activité. Je l'ai dit tout à l'heure, partager les richesses, relancer le pouvoir d'achat. Et nous avons parlé aussi de l'investissement public. Parce que leur seule politique, c'est de faire des économies. Faire des économies, ça n'est pas un projet politique. Et vous voyez les conséquences dans les services publics. Vous voyez la santé, où des services entiers craquent de tous côtés et ne tiennent plus que parce que des fonctionnaires sont extrêmement dévoués. Parce que des syndicalistes, oui, des syndicalistes tiennent la barre et subissent
dans cette période, et quel qu'en soit le secteur, une chasse aux sorcières. Parce que comme le gouvernement comprend bien que la température commence à monter, il espère couper les jambes de celles et ceux qui entendent résister. Et puisqu'il se trouve que par le fruit d'un hasard qui me va pour le plus grand bien, le stand de la France Insoumise est voisin à cette heure de celui de la CGT, je veux réaffirmer ici notre soutien le plus complet à Isabelle et Frédéric du CHU qui font l'objet de mise en cause et de convocations disciplinaires. Nous ne laisserons pas avancer la répression syndicale. Nous ne laisserons pas faire que dans ce pays, on confonde syndicalistes et voyous. Les syndicalistes ne doivent pas être réprimés. Ils devraient être décorés. Je disais que la première année a fait une impeccable démonstration, mais il nous manquait un élément qui est arrivé cette semaine. Une démission fracassante, inattendue, qui fait une démonstration implacable, celle de M. Nicolas Hulot. C'est le signe impeccable que le système Macron est entré en voie de décomposition. Et la démission de M. Hulot apporte une clarification politique d'ampleur. Ce que dit Nicolas Hulot, c'est que l'on peut changer les personnes, elles sont interchangeables. Il réaffirme un diagnostic que nous avions posé et que tous les écologistes ont posé. C'est que le problème ne tient pas au fait de verdir quelques pages d'un programme. Le problème est d'affirmer que le libéralisme économique n'est pas compatible avec la bifurcation écologique. Par conséquent, assez de changer les têtes pour refaire les mêmes politiques. Nous devons passer à la planification écologique. Et comme en politique tout est lié, et que je parlais à l'instant de l'emploi dans ce pays, figurez-vous que la planification écologique que nous appelons de nos voeux, elle est intensive en emploi. J'entends certains dire on va manquer de travail à l'avenir, mais pas du tout. Si vous appliquez le programme de la France Insoumise, l'avenir en commun, nous allons avoir besoin de beaucoup de travail, de beaucoup de qualifications, de beaucoup de savoir-faire. Notre modèle est intensif en travail et en emploi. Le changement climatique est non seulement commencé, mais il est maintenant très avancé. Et l'on voit bien que les conclusions de la COP21 ne seront sans doute pas respectées. Preuve, s'il en fallait une, que depuis des années, on se contente de la prise de conscience, comme si on avait le temps de se réjouir encore de la prise de conscience. On se donne des objectifs et l'on ne se donne pas les moyens de les atteindre. Cette affaire dépasse largement les clivages politiques. Notre génération est mise au pied du mur concernant le changement climatique. Nous allons devoir nous y employer. Et c'est un défi à la fois grave, de par l'issue tragique qu'elle revêt, à savoir le risque de l'impossibilité de la vie humaine sur Terre. Mais c'est à la fois un défi passionnant. N'est-ce pas plus enthousiasmant de se lever le matin en se disant qu'on a organisé le travail de telle manière que l'on passe à la planification écologique, qu'il y a du sens à ce qu'on fait? Franchement, la planification écologique ou la compétition qui n'a aucun sens? Nicolas Hulot a aussi clairement, lors de sa démission, expliqué qu'il n'avait pas les moyens, on entend bien par là qu'il parle du budget, il n'avait pas les moyens de réaliser sa politique. Et sa démonstration nous permet aussi cette petite réflexion. Face à une urgence telle que l'urgence écologique, face à un défi tragique qu'est celui-ci, à quoi bon la règle d'or? À quoi bon toute autre petite politique qu'ils veulent à tout prix respecter? Voyez-vous, je me faisais la réflexion l'autre fois, je me disais, mais quand je les vois, eux, à l'heure où la crise climatique est tellement avancée, avoir pour seule trajectoire politique le respect de la règle d'or, je me disais, mais si on les mettait toutes et tous sur le Titanic en plein naufrage, ils seraient en train de se poser la question de savoir s'ils ont bien fermé leur porte de garage. Voilà ce que c'est, voilà l'absurdité de ce système. Nous ne sommes pas à la hauteur des grands enjeux. Dans le même temps, vous les voyez nous dire qu'il y aurait un problème avec l'immigration, reprendre les mots les plus abjects de l'extrême droite. Or, nous leur avons expliqué, notre position n'a jamais varié sur la question. Évidemment, quand les gens se présentent à nos portes
parce qu'ils ont dû fuir leur pays, quelles qu'en soient les causes. Nous devons y répondre avec humanité. Nous devons organiser les conditions de cette réponse. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi s'employer à traiter les causes. Pourquoi les gens partent de leur pays? Pourquoi ces pays sont invivables? Et surtout, en quoi nous avons, nous, une responsabilité? Qu'il soit question des accords commerciaux inégaux, qu'il soit question des conflits dans lesquels on peut quelque chose, ou qu'il soit question du changement climatique qui va, d'ici à 2050, si l'on ne fait rien, ou plus exactement, si l'on continue à ne rien faire, pousser des centaines de millions de personnes à fuir leur pays, qui n'auront pas d'autre choix que de le faire. Par conséquent, celles et ceux qui vous racontent qu'il y aurait un problème avec l'immigration, eh bien nous espérons qu'ils sont avant tout préoccupés de comment on endigue le changement climatique. Sinon, c'est de la foutaise. Et nous devons assumer ce devoir d'humanité. Alors, avant de laisser la parole à Hugo, quelques points sur les enjeux de la période. D'abord, vous avez vu comment, malgré tout cela, et malgré une rentrée difficile pour lui, Emmanuel Macron continue, toujours bizarrement depuis l'étranger, à humilier le peuple français. Vous seriez des Gaulois réfractaires au changement. Gaulois, ça demande à se vérifier, mais réfractaires au changement, pas du tout. Nous voulons passer à la 6e République. Nous voulons partager les richesses. Nous voulons faire la planification écologique. Nous voulons sortir de l'OTAN. Nous voulons rompre avec les traités antidémocratiques. N'est-ce pas le changement? Nous leur demandons. C'est eux qui ne veulent pas du changement. C'est eux qui ne veulent pas réformer le pays. C'est eux qui ne font que des mesurettes pour continuer. Et de ce point de vue, vous avez vu, la prochaine cible est annoncée. C'est les retraites. Avec le fait que le système actuel qui fait, comme vous le savez, que tout au long de votre vie active, vous cotisez pour les anciens, dans un système de répartition qui assure une solidarité intergénérationnelle, eh bien Emmanuel Macron nous dit tout ça c'est trop compliqué, il y a trop de statuts différents, il y a trop de régimes différents, on va harmoniser tout ça, tout le monde va partir d'une même ligne de départ, et tout au long de sa vie, de leur vie, les gens vont cumuler des points, lesquels points seront convertis à la fin de leur carrière pour avoir leur niveau de pension. D'abord, nous demandons si l'harmonisation appelée de ses voeux est une harmonisation par le haut. Nous savons évidemment que non. Et que par ailleurs, s'il voulait harmoniser le système de retraite actuel par le haut, cela coûterait bien plus cher. Or, comme généralement ce qu'ils veulent faire, c'est toujours moins cher, on sait que son système de retraite par points, ça voudra dire la diminution des niveaux de retraite. Et on voit bien à quoi ils sont prêts. Vous l'avez vu avec la discussion sur les pensions de réversion, qui est absolument abjecte. Mais je vais vous dire une chose. Là, ils sont en train encore de régler les paramètres de leur réforme des retraites par points. Vous avez vu qu'à quelque temps, on nous parlait du point qui serait assis sur l'espérance de vie de la génération en cours. Nous avions alerté en disant, mais figurez-vous que au sein d'une même génération, l'espérance de vie n'est pas la même. Que vous soyez cadre ou ouvrier, vous n'avez pas la même espérance de vie. Il y a dans ce pays, entre les 5% les plus aisés et les 5% les moins aisés, 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc de fait, ce système sera absurde et inégal. Mais nous avons trouvé mieux. Figurez-vous que le système de retraite par points n'est pas une invention de M. Emmanuel Macron. Non, non. Il y a quelqu'un qui était candidat à la présidentielle en 2017, un autre candidat, qui avait dit tout le bien qu'il pensait du système de réforme de retraite par points. C'est M. François Fillon, qui en 2016, devant un lobby patronal, encore un, disait la chose suivante, je cite, « Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année la valeur du point et donc de diminuer le niveau des pensions. Nous voici prévenus à une journée de mobilisation. Ce sera une première. Nous avions déjà réalisé de belles choses du point de vue de la qualité. Je vois ici des membres d'autres partis politiques, je vois des associatifs, des syndicalistes. Les marées populaires du mois de mai n'ont peut-être pas su obtenir le niveau nécessaire en termes de nombre de participants pour avoir un rapport de force favorable. Mais j'ai une certitude, c'est que c'est la bonne méthode et que nous allons pouvoir, avec cette méthode, faire venir le nombre. Parce que maintenant, les gens ne sont pas dupes.
Et nous allons instaurer le rapport de force favorable face à Emmanuel Macron. Nous ne laisserons pas dézinguer notre système de retraite comme il a dépecé le code du travail. Alors, nous sommes là sous le beffroi et autour de nous, d'autres stands de partis politiques. Et à l'instant, des journalistes venaient m'interroger et deviner à cette période quelle a été leur question. Les municipales, comme si c'était une urgence absolue, comme si c'était maintenant qu'il fallait en parler. Alors on a vu s'agiter cette semaine dans les colonnes d'un fameux journal régional, toutes sortes de personnes qui, sans nous dire ce qu'elles voudraient faire pour la ville, ont très envie d'aller à la municipale. Très bien, qu'ils y aillent. Nous n'oublions pas que, avant tout, il y a d'autres échéances. Et d'abord une, celle des européennes. Et nous n'allons pas outrepasser cette échéance, qui a de l'importance. Pour le reste, et c'est une surprise pour à peu près personne, oui, il y aura, c'est un scoop, on va le redire, oui, il y aura une liste France Insoumise aux élections municipales de 2020. Il y aura cette liste et sont appelés à venir travailler à nos côtés toutes celles et ceux qui le voudraient. Parce que ce n'est pas la France Insoumise qui change de stratégie, c'est autour d'elle que l'on change d'opinion à son propos. C'est autour d'elle que des gens comprennent pourquoi nous avons fait la France Insoumise. Non pas pour humilier ou écraser qui que ce soit, mais parce que nous pensions qu'il y avait besoin d'une nouvelle méthode et que cette méthode semble plutôt vérifier son caractère opérationnel. De la même manière que je vous appelle à rester clair sur cette méthode qui assure notre lisibilité, soyez bienveillants, soyez accueillants et faites de la place dans nos rangs pour toutes celles et ceux qui voudraient nous rejoindre. Mais avant cela, il y aura l'élection européenne. Et nous avons quelques candidats parmi nous. Je vois notamment le camarade Julien Poix. Alors, dans la période, vous avez vu qu'ils nous disent que peut-être nous aurions changé de discours parce que nous avons dit que nous voulions faire de cette élection européenne un référendum anti-Macron. Oui, nous allons faire de cette élection européenne un référendum anti-Macron. Et on est à l'aise pour dire que faire un référendum anti-Macron, ça ne veut pas dire qu'on déteste l'Europe, comme le dit M. Castaner ou M. Griveaux. Détester l'Europe, ça ne veut à peu près rien dire, pour la raison que l'Europe, c'est une réalité géographique, les amis. Et non, notre programme n'est pas de découper la France et de l'arrimer pour aller je ne sais où. Nous dénonçons une construction politique particulière de l'Europe, et non pas l'Europe en tant que telle. Et ce n'est pas nous qui détestons l'Europe, c'est cette construction politique particulière qui la rend détestable, ce qui n'est pas la même chose. Il n'y a donc pas un clivage entre d'un côté les européistes et de l'autre côté les anti-européens, pour la raison qu'en ce qui nous concerne, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous disons les choses clairement. Celles et ceux qui racontent que l'on peut mener une politique progressiste, sociale et écologiste ambitieuse dans le cadre des traités actuels mentent. Ce sont des affabulateurs. Ces traités européens empêchent d'harmoniser socialement et fiscalement. Par conséquent, toutes belles paroles avec lesquelles par ailleurs nous serions d'accord ne sont que de belles comptines et des paroles vaines si l'on ne se donne pas les moyens d'appliquer notre politique. Nous savons que notre programme n'est pas applicable dans le cadre des traités européens. Par conséquent, si nous étions en responsabilité, il s'agirait pour nous de dire « Oui, nous voulons un SMIC européen ». Oui, nous voulons l'harmonisation fiscale au niveau européen. Oui, nous voulons en finir avec les pesticides. Et le plan A, c'est de dire que nous essayons d'en convaincre toute l'Union européenne, de faire autre chose. Et le plan B, c'est de dire que s'ils ne sont pas d'accord, nous le ferons quand même. Et figurez-vous que le faire quand même, ça ne veut pas dire avoir un discours d'isolement. Parce que ce n'est pas nous qui, sur l'Europe, sommes isolés. C'est nous qui, à cette heure, sommes en pleine construction d'un mouvement européen qui s'appelle Maintenant le Peuple et dans lequel vous avez des partis et des mouvements de toute l'Europe. Maintenant le peuple, c'est ce que nous voulons dire et c'est ce que nous ferons lors de ces élections européennes. Le principal enjeu pour nous va être la participation populaire. L'élection européenne est habituellement caractérisée par une très forte abstention. C'est contre celle-ci que nous devons lutter à cette heure. Parce que quelle que soit leur motivation pour le faire,
qu'il s'agisse de sanctionner la politique d'Emmanuel Macron ou qu'il s'agisse de sanctionner cette construction européenne, ce qui est à peu près la même chose. Parce que les amis, entendez bien que le code du travail, les retraites, les choix budgétaires, c'est directement l'Union européenne qui la demande. Et Emmanuel Macron n'en fait que la pâle copie. Par conséquent, faire un référendum anti-Macron ou se prononcer contre cette construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est faire exactement la même chose. J'en termine. Je vais vous redire pour conclure ce que je disais aux jeunes insoumis lorsque nous ouvrions les journées jeunes des amphis. Je suis absolument convaincu d'une chose qui nous met toutes et tous en responsabilité. De plus en plus de gens nous écoutent. De plus en plus de gens nous rejoignent. Et cela nous surprend tous les jours. Notre génération, j'en suis sûr, connaîtra notre accession au pouvoir. Et le plus tôt sera le mieux. Pourquoi pas, j'en forme le vœu, dès 2022. Merci à tous.